Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau VooZoom, un VooZoom version express aujourd'hui puisque nous vous proposons ce week-end 4 rencontres de Première Ligue. Ce sont en fait les dernières rencontres de la 29e journée dont la première partie a été disputée il y a quelques semaines parce qu'en Angleterre, ce sera un week-end partagé entre des matchs de Cup et des matchs de Première Ligue. Ça permettra en tout cas d'y voir un petit peu plus clair au classement, même si au terme de ce week-end, toutes les équipes de Première Ligue n'auront pas encore joué le même nombre de rencontres. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Christian Schakels, représentant de Vision du jeu. Bonjour Christian. Bonjour Serge. Alors, on va pas peut-être présenter un panneau directement, mais on peut quand même revenir sur le bilan de la 28e journée avec 22 buts. Donc, on a l'impression que la moyenne de buts reste toujours très basse par rapport à un début de saison où ça partait dans tous les sens. Et toujours, comme chaque week-end quasiment, plus de victoires en déplacement. Il y a eu 4 victoires en déplacement, 3 victoires à domicile et 3 partages. Donc, la tendance semble encore s'intensifier. Chaque semaine, depuis 2 mois maintenant, on baisse dans les moyennes de buts marqués par match. C'est un peu logique parce qu'on était vraiment très très haut au début de saison et donc maintenant ça commence à avoir quelque chose de normal par rapport aux autres saisons. Allez, on vous préface les 4 rencontres en commençant par celle de vendredi soir. Fulham face à Leeds, c'est vendredi 21h. Un point sur le classement. Fulham, pour le moment, est la première équipe reléguée avec 26 points. Et Fulham reçoit Leeds qui est, on va dire, dans le ventre mou du classement, une 12e place, 36 points. Normalement, c'est déjà suffisant pour assurer le maintien et une nouvelle saison en Première Ligue. Christian, que peut-on dire de cette équipe de Fulham qui reste certes sur une défaite face à Manchester City le week-end dernier, mais qui revient tout doucement sur la zone des non relégables depuis quelques semaines. C'est une équipe qui a l'air d'être solide, qui prend régulièrement des points, même si ce n'est pas toujours très spectaculaire. Ils ont un gros problème offensif avec 22 buts marqués, mais c'est vrai que sur les dernières semaines, ils ont montré des choses très intéressantes. Ils ont un très bel équilibre dans le jeu. C'est assez chatoyant. Maintenant, il n'y a pas d'efficacité. Et surtout, ce sont les recordman avec Brighton des partages. Donc, ils ont 11 partages. Alors, 11 partages, c'est très bien psychologiquement pour le groupe, pour l'équipe, de savoir qu'on ne perd pas. Mais il y a quand même 11 partages, c'est quand même 22 points perdus sur 33. Et il faut quand même savoir que cette saison, sur 28 ou 29 matchs, ils ont quand même 14 matchs sans marquer, ce qui est pratiquement la moitié. Et ça, c'est inadmissible pour pouvoir espérer rester dans la course. Alors on disait aussi plus de victoires en déplacement cette saison. Fulham fait partie de ces équipes qui souffrent à domicile avec 9 défaites déjà du côté de Craven Cottage. Seul, je pense que c'est Sheffield qui a le record avec 11 défaites cette saison. Mais Fulham à domicile, c'est parfois un petit peu compliqué. Par contre, avec Leeds, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Encore le week-end dernier, 0-0 face à Chelsea. C'est une équipe qui est capable, je dirais, du meilleur comme du pire selon les circonstances, Christian. C'est une équipe qui joue le tout ou rien. Je crois qu'il ne veut pas changer son système. Il a un plan A, il y va. Et si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, même quand c'est 4-0, il continue à jouer de la même manière. Et on va voir justement le contraste entre l'offensif et le défensif. Au niveau du classement des attaques, on voit en fait qu'en 28 matchs, par rapport à des équipes comme City qui sont à 30 et les autres sont à 29, seul Tottenham est à 28 matchs, on voit en fait que Leeds a marqué 43 buts. 43 buts, c'est la 7e meilleure attaque du championnat. Donc, il serait en fait offensivement, si on ne comptait que l'offensif, il serait vraiment à la porte de ce top 6. Par contre, d'un point de vue défensif, là, c'est une catastrophe. 46 buts encaissés, sachant alors qu'ils ont quand même quelques 0-0 cette saison. Ça veut dire qu'en 28 matchs, ils sont à 46 buts encaissés. Ben voilà, c'est la 16e plus mauvaise défense de Première Ligue. Alors voilà, ça reflète complètement la philosophie et la structure de Marcelo Bielsa. Mais attention, parce que si on commence à comprendre dans cette fin de saison ou la saison prochaine, on commence à comprendre le système de Bielsa et qu'on parvient à le contrer, avec 46 buts marqués à ce stade-ci, c'est vraiment trop et il pourrait être menacé. Oui, effectivement, il y a un contraste, un déséquilibre. Par contre, si on estime qu'en football, le spectacle, ce sont les buts, c'est l'équipe avec laquelle on voit le plus de buts cette saison, 43 marqués et 46 encaissés, ça fait 89. Il n'y a aucune équipe qui a eu autant de buts, même Manchester City, je crois, est à 85, United à 88. Donc, c'est l'équipe avec le plus de buts. C'est un beau contraste parce qu'en fait, il y a la compétition d'un côté et la compétition, c'est gagné. Donc, et on a des exemples comme l'Atlético de Madrid qui se retrouve en tête du championnat, mais qui n'est pas une équipe qui nécessairement marque autant et encaisse autant. Et là, de l'autre côté, voilà, il faut accepter d'être 10e, 11e, 12e ou 13e du championnat, mais d'être une équipe attrayante
avec le jeu de Bielsa. Alors, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, mais voilà, il y a à boire et à manger, il y a pour tout le monde dans ce champ. Ouais, c'est une bonne définition du Leeds de Bielsa cette saison. À noter que Leeds a gagné ses 3 matchs face au bottom 3, donc aux 3 derniers cette saison. Que Fulham, en cas de victoire, sortirait pour la première fois depuis le mois de décembre de ses 3 dernières places. Et puis, dernière petite information, Meslier, s'il réussit un clean sheet, et il l'a fait le week-end dernier, serait le plus jeune gardien de Première Ligue. Il a 21 ans à atteindre 10 clean sheets en une saison. Donc, ça resterait quand même une très bonne saison pour un gardien qui a eu quand même quelques matchs compliqués, un jeune gardien qui est pourtant très prometteur. Voilà pour cette rencontre. La première, donc, vendredi 21h, Fulham Leeds. On passe à la suivante, et ça, c'est sans doute le gros match, le match le plus important du week-end, même si c'est Brighton face à Newcastle, tout simplement parce que Brighton est 16e avec 29 points et Newcastle est 17e avec 28 points. Donc, ce sont deux équipes qui sont juste au-dessus de Fulham. Fulham les a rattrapés depuis quelques semaines, donc gare aux perdants dans cette rencontre, Christian. Oui, mais surtout qu'on a le contraste aussi entre une équipe en fait qui propose un jeu très intéressant et puis Newcastle qui est réduit à quelques individualités avec beaucoup de difficultés dans les dernières semaines. Voilà, on se rapproche de l'heure de vérité. Il va y avoir la distribution de ceux qui vont rester, ceux qui vont descendre. Il y a intérêt à se reprendre. Mais je pense que Brighton va s'en sortir parce que, on le verra dans l'infographie après, mais Brighton propose quelque chose d'intéressant et il y a une bonne mise en place. Donc, ça peut être un match très intéressant. On va dire que des équipes de la deuxième moitié de classement, bon, peut-être avec Leeds, qui est souvent dans des matchs spectaculaires, Brighton est l'équipe qui offre le plus de contenu dans ces rencontres, mais ça ne paye pas toujours, avec notamment, et là c'est un parallèle avec Fulham, 11 partages déjà cette saison. C'est les deux équipes qui ont le plus de partages. Voilà, c'est exactement, c'était un peu dans la lignée de ce qu'on voulait faire par rapport à la présentation du match précédent. Voilà, mais 29 buts, c'est seulement 7 buts de plus que Fulham. C'est 11 partages comme eux. Là, on voit quand même qu'il y a un 3-3, donc il y a quand même aussi un peu plus de spectacle. Il y a moins de matchs sans marquer, il y en a 8. Mais au résultat final, c'est pas encore suffisant pour pouvoir se mettre à l'aise. Donc, il faudra absolument convertir ces moments où il y a un équilibre et il faudra marquer pour pouvoir gagner. Alors, le gros problème de Brighton, mais c'est déjà le cas depuis le restart, donc il y a plus ou moins 10 mois, ce sont les matchs à domicile. Une victoire à domicile cette saison et une victoire lors du restart du côté de l'Amex Stadium. Donc, c'est une équipe qui ne parvient pas à gagner à domicile et on le voit notamment dans ce qu'on appelle les expected goals ou les expected victories. Donc, on va le traduire et on va un petit peu expliquer, ce sont les buts attendus. C'est une nouvelle tendance, Christian. C'est apparu il y a quelques mois ou sur la dernière ou il y a depuis 2 saisons. Donc, c'est un calcul fait sur les occasions de chaque équipe et sur des occasions qui auraient dû amener un but. Donc, on fait une moyenne. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu expliquer ce expected goals? Ils ont traité un nombre important de données et ils ont estimé que dans telle situation, en fonction de telle action et de telle origine d'une action, l'attaquant ou l'équipe a X pourcentage de chances de marquer. Et donc ils ont passé ça à la moulinette et ils ont fait sortir en fait des chiffres références. Je suis pas toujours d'accord avec parce que ce n'est pas tenir compte des qualités individuelles de chaque gardien ou de chaque défenseur ou de chaque système de jeu. Enfin, c'est intéressant de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir constater ça. Et ils ont estimé que voilà, on va le voir sur ce tableau ici, ils ont estimé en fait que Brighton mériterait en termes d'occasions créées et d'occasions contre en fait où ils auraient pu encaisser. Ils estiment en fait que Brighton serait en fait juste en dessous du top 6 avec 47 points s'ils avaient obtenu tous les points expected grâce aux occasions, alors qu'aujourd'hui ils sont à 29, donc il y aurait une différence de 18 points. Donc ce qui prouve malgré tout que c'est une équipe qui produit du jeu et qui est très équilibrée aussi défensivement. Donc en fait, ils seraient en fait dans une période, une très grande période de circonstances défavorables. Et voilà, s'il y a cette tendance se retourne un tout petit peu, ils vont pouvoir prendre les points nécessaires qu'ils mériteraient en fonction des expected points. Et donc, il se sauverait beaucoup plus facilement. Bon, on peut dire que c'est le mauvais œil du football, maintenant que Graham Potter doit absolument chasser. Oui. On le disait, c'est une équipe en tout cas qui est toujours intéressante à voir jouer. Je crois que c'est l'équipe qui, par rapport aux expected goals, est la plus mal lotie au classement. C'est ça, Christian? Oui. Normalement, il y a quelques différences négatives ou positives entre la réalité et les expected goals.
Mais eux ils ont une différence de 18 points. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est pratiquement ça. Ça rejoint le Leicester de l'époque où ils étaient condamnés en décembre et ils se sont sauvés avec 10 points de marge à la fin de l'année parce qu'ils étaient tellement dans une circonstance défavorable qu'ils étaient Ouais. trop bas au Ça, c'était classement. la saison juste avant le titre, hein, si je me souviens Oui, bien. c'est ça. Du Exactement. côté de Leicester. Bon, en tout cas, Brighton est lancé dans la course pour le maintien, comme Newcastle d'ailleurs. Newcastle n'a pris que 9 points en 2021. C'est le plus mauvais score avec, je crois que c'est Southampton qui a fait encore moins bien avec 7 points, mais Southampton est un petit peu plus haut et normalement est déjà sauvé. Cette équipe de Newcastle inquiète depuis quand même pas mal de temps, Christian. Même s'il reste sur 3 partages, c'est une équipe qui est en difficulté. Ça fait quand même plusieurs saisons que ça gronde toujours du côté des supporters de Newcastle et qui demandent la démission, ou la vente du club euh, par le fameux président. Puis il y a l'entraîneur qui est venu cette saison et qui ne fait pas La saison l'unanimité. derrière déjà, hein, Steve Bruce. Ouais. Mais qui ne fait pas l'unanimité. Il a Non. réussi à les sauver, mais chaque fois, les gens ne sont pas très contents. Et là, ça gronde de plus en plus et ça devient de plus en plus tangent. Et là, il faut vraiment changer quelque chose maintenant parce que sinon, ça va être la catastrophe et ils vont terminer dans les 3 derniers. Malheureusement, ils comptent en fait comme la plupart de ces équipes sur certaines individualités. Et si ces individualités ne sont pas au top. Justement, Christian, dimanche, Callum Wilson, le buteur, pourrait revenir, mais ce sera sans Saint-Maximin, sans Almiron. Problème offensif, si on regarde les 2 derniers buts marqués par Newcastle, ils sont marqués par le capitaine Lascelles, qui est un défenseur central. Donc c'est là aussi que Newcastle, qui a déjà du mal à produire du jeu offensif, si en plus les joueurs qui font la différence parfois sur des actions individuelles ne sont pas là, ça reste compliqué. Ah oui, ça va être très dur. Bon voilà, Brighton face à Newcastle, match programmé samedi, c'est le seul match programmé ce samedi, coup d'envoi à 21h. La 3e rencontre, et là on se projette sur dimanche, ce sera à 16h, West Ham face à Arsenal, un nouveau derby londonien. West Ham est 5e avec 48 points, donc toujours en course pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions. Arsenal, malgré sa victoire face à Tottenham le week-end dernier, reste bloqué à la 10e place avec 41 points, donc il y a quand même 7 points de différence entre les deux. West Ham, Christian, qui a quand même un petit peu déçu dans le déplacement à Manchester United, une équipe finalement très prudente qui a été battue sur un but marqué contre son camp par le défenseur Dawson, mais on attendait un West Ham quand même un petit peu plus ambitieux. Oui, mais vous vous souvenez, on avait fait le modèle de jeu offensif et on a vu qu'il y avait une particularité très étonnante, c'est qu'ils sont très 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 forts sur jeu dominant placé, ils marquent de plein jeu pratiquement que sur centre, d'ailleurs c'est la meilleure performance en première ligue, ils marquent énormément sur phase arrêtée, mais on avait dit il y a beaucoup de problèmes contre les équipes du top parce qu'il faut marquer sur les reconversions rapides, il faut marquer sur le jeu rapide et là ils ne sont absolument pas performants et chaque fois qu'ils jouent contre une équipe du top, on le remarque et il y a des difficultés. Alors si on regarde l'infographie qui est ici, on voit le bilan contre le top 6. Le bilan contre le top 6, c'est 1 victoire, 1 partage et 6 défaites. C'est 4 points sur 24, c'est 17% des points. C'est pas digne d'une équipe du top 6 et donc on voit un peu qu'avec des stats comme ça, ils sont l'outsider qui vient un peu perturber la hiérarchie. Par contre le reste, et ça on avait dit, c'est très important quand on est dans le top 6, c'est d'avoir des performances vraiment très très importantes contre le reste et ce n'était pas le cas pour Liverpool notamment qui perdait beaucoup de points contre les derniers. S'ils ont 13 victoires, 5 partages et 2 défaites seulement, ce qui fait 78% des points, ça doit être c'est pratiquement un sans faute. Ça reflète exactement ce qu'on avait évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait du jeu dominant placé et des phases arrêtées, ça veut dire qu'on s'installe dans le camp de l'adversaire. Et pour ça, il faut que l'adversaire soit plus faible. Chaque fois qu'il joue contre une équipe qui est plus forte, donc une équipe du top 6 et une équipe avec une hiérarchie plus importante, ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'alternative et ça se reflète en fait dans ces chiffres actuellement. Bon, en tout cas, Arsenal ne fait pas partie du top 6. C'est encore une équipe du Big Six. Pour combien de temps, on ne sait pas, vu les derniers championnats, 8e place l'année passée, 10e cette saison. Donc, on va voir, hein, c'est un petit peu particulier face à cette équipe d'Arsenal. En tout cas, il faut quand même signaler que West Ham n'a jamais battu Arsenal en étant mieux classé qu'eux. C'est arrivé que 4 fois dans l'histoire de la Première Ligue, donc depuis le début des années 90. Mais bon, c'est quand même intéressant cette rencontre avec une équipe d'Arsenal qui reste toujours aussi irrégulière parce que elle, c'est plutôt le contraire face aux équipes du top 6.
on a l'impression qu'Arsenal est quand même performant. Même s'ils n'ont Oui, pas réussi à battre Manchester City, par exemple, cette saison, ils ont perdu 2 fois et chaque fois sur un oui. but, mais ils ont battu, on le voit, West Ham, Chelsea, Leicester, Manchester United, plus Tottenham qui est mieux classé que le week-end dernier, et ils restent Oui. 10e. C'est assez incompréhensible. Le fait en fait de savoir que chaque fois qu'on affronte Arsenal, c'est quand même avec une idée de savoir que c'est quand même une équipe du Big Six et donc c'est quand même des matchs particuliers. C'est peut-être un peu ça en fait qui joue en leur défaveur pour le moment, c'est que aujourd'hui même des équipes qui sont au-dessus d'Arsenal, ben, les considèrent comme une équipe très forte et donc ont une motivation supplémentaire. Il faut quand même remarquer quand même que sur les 4 défaites, il n'y a que la défaite à Liverpool 3-1, sinon c'est que par un but d'écart et ils font quand même 0-0 contre Manchester United. Donc, ils sont très forts. Il y a une très bonne mise en place dans ces matchs-là. Et alors, ils sont très performants parce qu'en fait, ils marquent quand même 3 buts à Chelsea, ils en mettent 3 à Leicester et ils en mettent 2 contre West Ham. C'est 48% des points pris contre le top 6. C'est excellent. Je pense que c'est même meilleur, si je me souviens bien, qu'une équipe comme Manchester United. Mais par contre, contre le reste, c'est vraiment trop peu. 49%, c'est la moitié des points. C'est justement là qui devrait faire la différence parce qu'ils sont prêts en fait pour affronter les équipes du top 6, mais il faut faire la différence contre les équipes qui sont plus basses et engendrer des points pour pouvoir se retrouver plus haut dans le classement. En tout cas, Arsenal est la meilleure équipe dans les derbys londoniens cette saison. Et on l'a vu encore le week-end dernier face à Tottenham. Attention, West Ham est la deuxième meilleure équipe à domicile. 8 victoires, 3 défaites, 3 partages. Donc ça, c'est une équipe qui, par exemple, ne souffre pas trop des matchs sans public, surtout chez elle. Elle reste performante. Il y a le retour de Lingard, ça peut être intéressant aussi puisqu'il n'a pas pu jouer à Manchester United. Et puis, éventuellement, d'Aubameyang. En tout cas, s'il arrive à l'heure au rendez-vous, s'il n'est pas en retard, Christian. Oui, c'est ça. Mais bon, il faut aussi, la Lacazette continue à bien performer. Il faut qu'Aubameyang puisse encore mettre quand même 4-5 buts cette saison pour pouvoir quand même être dans Ça une allait norme. mieux avant de ne pas jouer le week-end dernier parce qu'il a été puni par Arteta. Il marquait assez régulièrement, donc c'est Mais statistique se sont attention, améliorées. on l'avait vu dans une infographie que les buts marqués, il y avait seulement un but qui était marqué contre une équipe du top. Tout le reste, ça restait quand même des équipes de leur niveau, enfin de leur niveau au classement actuellement. Mais il faut un joueur comme ça, avec un potentiel comme ça, il doit pouvoir marquer des buts contre des équipes du top. Ça c'est inévitable. Derby londonien, West Ham face à Arsenal dimanche qu'on envoie à 16h. Et puis il y aura encore une autre rencontre derrière. Et celle-là, ce sera une rencontre pas de la 29e journée à terminer, mais de la 18e journée. Un match qui a été reporté entre Aston Villa et Tottenham. Aston Villa qui est 9e pour le moment, Tottenham 8e, c'est 41 points pour Villa, 45 points pour Tottenham. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux équipes, notamment du côté d'Aston Villa, Christian? Oui, Peut-être une info, c'est la première fois que les deux équipes s'affrontent cette saison alors que le championnat a commencé depuis 7 mois puisque c'était un match de la 18e journée, qu'ils n'ont pas encore joué le match retour, donc ils s'affrontent assez tard dans la saison. ok, ça va être le moment de bien expérimenter et de rectifier si jamais il y a un problème pour l'une ou l'autre équipe. Moi, ce que je voulais mettre comme point en avant avec Aston Villa, c'était ce fameux modèle de bloc qu'on avait évoqué et j'ai ressorti en fait une infographie lors du Vous-Zoom 17 où on avait expliqué justement qu'Aston Villa, c'était performant en 3 blocs. Donc, c'était une performance au début, puis après une chute pendant 5 matchs, et puis de nouveau être performant pendant 5 matchs. Eh bien, voilà, on est de nouveau dans ce schéma-là. Si on observe sur l'infographie suivante cette mauvaise série, voilà, on est sur 6 matchs. Sur les 6 derniers matchs, il y a une seule victoire, il y a 6 points sur 18, on a pris 33% des points. Et mis à part le 0-0 contre Brighton, où Grealish était présent, depuis 5 matchs, il n'est pas pour épauler l'aspect offensif d'Aston Villa et ça a des conséquences. Donc voilà, ils sont de nouveau dans cette mauvaise série, dans ce mauvais bloc. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment ça se passe, pourquoi d'un côté ils ne parviennent pas à renverser la vapeur quand ça ne va pas, et par contre ils parviennent à surfer quand ça va bien. C'est un peu le mystère Aston Villa cette saison. Oui, c'est vrai que ça reste une équipe surprise, même si maintenant ils sont classés 9e, ça reste une équipe surprise de la saison, encore assez régulière, mais l'absence de Grealish est certainement un des facteurs importants de ces résultats un petit peu
en dents de scie, en tout cas sur les dernières journées. Un petit mot sur Tottenham quand même. Déjà 9 défaites pour Tottenham cette saison. Mourinho n'a jamais perdu 10 matchs de championnat depuis qu'il est entraîneur, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Ben oui, je pense qu'en fait, maintenant, par rapport aux autres expériences qu'il a eues comme entraîneur, aujourd'hui, il est tellement dépendant de son duo d'attaquants, Son Oui, et… qui peut être un trio quand Bale joue en tout cas. Maintenant, il vient se mêler aux deux autres, mais en fait, il n'y a pas encore il y a pas encore de performances réelles qui permettent de l'inclure dans ce duo. Ils sont encore tellement dépendants d'eux et on voit quand même en Coupe d'Europe, comme on a vu Harry Kane, il est tout le temps au bon endroit, il marque, mais par contre, je voulais quand même signaler quand même que depuis 2021, voilà, on le voit sur l'infographie, c'est que Son marque beaucoup moins. Et donc, en fait, ça veut dire que l'autre doit marquer plus. Alors, il est très performant au niveau des assists et au niveau des buts, Harry Kane, mais là, on voit quand même que Son marque beaucoup moins et notamment, il a marqué 2 buts seulement un but contre Leeds et un but contre West Bromwich Albion. Il est toujours présent au niveau des assists. Gareth Bale vient ajouter aussi quelques performances au niveau des assists et des buts marqués. Mais dès que Kane n'est plus performant, ben voilà, il y a la défaite contre Arsenal et c'est un peu la difficulté pour Mourinho, c'est qu'en fait, il est tellement dépendant de ces 2-3 joueurs, même si Lucas Moura revenait aussi un peu, mais les autres joueurs ne participent pratiquement pas à l'efficacité offensive. Et donc, soit les joueurs se sentent un peu mis à l'écart et ils sont tellement dépendants des autres, mais il y a quelque chose qui va pas dans l'équilibre. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui. On l'explique pratiquement à chaque Zoom. On se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer si l'un ou l'autre ne marque pas? Ben quand il marque pas, bon, il y a Eric Lamela qui fait de temps en temps un coup du foulard quand même. oui, mais c'était pas assez pour gagner. Donc malheureusement, c'est comme ce que vous expliquiez au début. Il y a le entertainment et pour l'entertainment c'est magnifique, mais pour l'efficacité c'est pas assez. Son qui était sorti en première mi-temps face à Arsenal, Oui. on ne sait pas s'il sera là en tout cas dimanche. Et puis il y a aussi cette rencontre, cette émission est enregistrée avant le match au Dynamo Zagreb au Tottenham avec quand même c'était 2 buts d'avance, il me semble, Oui. devrait gérer sa qualification, mais à voir donc qui sera disponible encore dimanche. Si Bale qui était sorti et qui avait l'air fâché dans le derby du nord de Londres face à Arsenal, et c'est un petit peu à l'image aussi de cette équipe de Tottenham qui restait sur 5 victoires, toutes compétitions confondues avant. On l'attendait quand même beaucoup plus ambitieuse, une équipe très décevante face à Arsenal, on est d'accord. Elle n'a finalement commencé à jouer que réduite à 10 quand elle n'avait plus rien à perdre dans les 10 dernières minutes. Ça reste quand même toujours une équipe avec une identité assez trouble. Oui. Et il y a une atmosphère en fait qui est toujours pesante. On a l'impression que les joueurs sont en désaccord. Quand ça va pas, ben voilà, il y a un peu des tensions. Par contre, quand ça fonctionne, ben il y a certains joueurs qui sont pas contents, mais ils sont contents parce qu'il y a des victoires et parce que le plan de Mourinho fonctionne. Mais Mourinho, il fonctionne beaucoup sur le conflit. On a l'impression, d'ailleurs, il n'a pas hésité à taper sur ses joueurs après la rencontre en disant que c'est pas ce qu'il avait demandé, que l'attitude n'était pas bonne. Donc, ça laisse quand même parfois un petit peu de doute, effectivement, sur l'atmosphère qui peut parfois régner dans le vestiaire. Oui, mais c'est le contraste aussi entre ce que veut l'entraîneur, ce que les joueurs produisent, mais aussi parfois l'entraîneur aussi c'est un manager, donc il doit manager les joueurs. Donc si les joueurs le font pas, ben c'est pas toujours la faute des joueurs non plus, c'est aussi un problème de management et lui il est payé pour mettre Tottenham dans le haut du classement. Et pour le moment c'est pas ça, donc il faut qu'il trouve une autre solution pour pouvoir remplir son contrat. En tout cas, Tottenham va devoir absolument prendre 3 points dimanche soir du côté de Villa Park pour continuer à espérer terminer dans le top 4. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Il reste une dizaine de matchs maintenant à jouer. En tout cas, Christian, on a vu, il y a de l'intérêt, il y a de l'enjeu dans les 4 rencontres qu'on pourra suivre ce week-end. Eh bien, on vous donne rendez-vous donc de vendredi 21h pour le coup d'envoi de Fulham Leeds jusqu'à dimanche 20h30 pour le coup d'envoi de Villa Tottenham. Merci Christian. On vous souhaite évidemment un bon week-end de football sur vous Sport World avec la Première Ligue et on se donne rendez-vous déjà pas la semaine prochaine parce qu'il y aura évidemment les matchs internationaux, mais pour la journée suivante qui sera la journée 30. Merci et bon week-end.